Alors plus question, naturellement, de revenir au cycle. J'en avais plus, mais je n'en voulais pas. La natation s'était fermée. La parenthèse avait été posée. Alors en me baladant du côté de Marcel Samba, en faisant mon petit footing quelquefois le dimanche matin par là, je suis passé devant un hangar. Et sur le fronton du hangar, il y avait des initiales. Mais c'était précédé de boxe. Et pourquoi pas? Essayer la boxe, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis rentré, il y avait des gars qui s'entraînaient, des types qui sautaient à la corde alors que je n'avais jamais fait ça, qui tenaient la tête sur la poitrine, qui sortaient leur souffle brutalement et saccadément, comme une locomotive. Ça m'a appris déjà ça. Et parce qu'il était plus vieux que les autres, et pas en short, pas à poil, pas en slip, j'ai réalisé que le gars qui s'approchait de moi, c'était pas le patron, mais un des moniteurs, qui m'a très rapidement posé les questions. Ça t'intéresse? T'es grand, t'as l'air bien balancé. Déshabille-toi. Je me suis déshabillé. Il m'a regardé de la tête aux pieds. Il m'a dit tourne-toi. J'y ai montré mon cul. Quel âge tu as? Bientôt 20 ans. T'as jamais fait de boxe? Jamais. T'es méchant? Non. Comment t'es pas méchant? Non, je suis pas méchant. T'es coléreux? Ouais. Bon, bah ça marche. T'as jamais chaussé des gants? Non, jamais. Eh ben, tu vas essayer. Viens avec moi. Je l'ai suivi dans le fond du hangar. J'ai découvert le ring. J'avais vu des rings seulement sur des photos. Il y avait deux gars qui s'essayaient, qui se tapaient un peu dessus. Ça avait l'air très mou, très gentil. Disons que le patron, quoi, m'a passé les gants, me les a ficelés. Il en a mis une paire, lui aussi, qu'il a ficelé à sa manière. Il les a mis devant lui, un peu devant sa figure, puis il m'a dit tape. Alors j'ai envoyé 2-3 coups de poing là-dedans. Il me dit c'est mou, tape plus sec. Alors j'ai envoyé 2-3 pichenettes là-dedans. Il m'a dit non, c'est pas ça que je t'ai dit. Je t'ai dit sec. Sec, c'est... T'envoies ton poing, puis aussi sec, il revient en arrière. C'est ça, sec. C'est comme un pétard. Il y a le détendeur, mais immédiatement, il revient derrière. Alors j'ai essayé un coup sec. Il m'a dit non, ça va pas. Alors je me suis essayé plusieurs fois. Bon, viens avec moi. Il m'a dit ça commence seulement aujourd'hui, mais on n'a peut-être pas fini. T'as fait du footing? Je dis oui, je fais ça depuis à peu près 1 an. Tu fumes? Non. Tu bouffes? Ouais, un peu. La viande? Non, jamais. Bon, bah alors maintenant, il faudra changer. Faut bouffer de la barbaque. Qu'est-ce que tu bouffes? Des patates et des nouilles. Non, bah ça, zéro, ça va pas. Bah, je dis de la bidoche, on n'en trouve pas. Il m'a dit, bah de la bidoche, t'en trouveras. Avec ton tabac, t'essayeras d'avoir un beefsteak de temps en temps, et puis moi, je me démerderai. Ce qu'il faut, c'est que t'aies du sang, quoi. Alors je dis, bah j'en ai. Il me dit, non, t'en as pas assez, enfin. C'est pas être gros qu'il faut. T'es pas gros, t'es juste à point. Je vais te faire un petit peu maigrir, mais à peine. Viens, on va aller sur la balance. J'ai déjà compris combien tu faisais. Alors il m'a pesé. Je m'étais jamais pesé. Je faisais 76. Il m'a dit, bon, ça marche. Tu pourrais arriver au mi-moyen et t'as envie de te battre. Oh, j'ai dit, moi, pas du tout. Enfin, il me dit, si tu veux faire de la boxe, t'as envie de te battre, quoi. T'es pas venu ici pour faire un pas de grue, non? Enfin, j'ai dit, me battre, oui. Enfin, m'amuser comme ça. Il me dit, non, ici, on s'amuse pas. Ici, c'est sérieux. Comment que t'as fait pour avoir ton corps? J'ai dit, bah, comment j'ai fait? Avant, j'étais un peu planche à pain. Il me dit, tu repasseras. Je dis, si, j'étais, enfin, disons que j'étais un peu gringalet, quoi. Puis je me suis mis à faire de la culture physique tout seul chez moi. Puis après, je me suis mis à nager. Puis je suis devenu maître nageur et je terminais par sauveteur marinier, mais ça sert à rien. Alors j'arrête, j'en ai marre de la flotte. Il m'a dit, t'as raison, t'es pas fait pour la flotte. T'as un corps qui est un peu grand, un peu élancé, mais je suis sûr que tu arriveras à avoir de la détente. Alors voilà ce qu'on va faire. Et ici, c'est sérieux. Tous les gars qui mettent les pieds ici, c'est pour travailler sérieusement. Tu grattes? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Bon, je dis, je suis électricien, enfin, je fais de l'entretien. Tu travailles combien d'heures par jour? Je travaille pas le jour, je travaille la nuit. Ah bah c'est encore mieux.
Tu te reposes quand, le matin ou l'après-midi? Je dis, je dors tous les matins, jusqu'à 2 heures, 3 heures, et puis là, je recommence mes mouvements. Oui, ça marche. Alors, le matin, bien, je te dirai les mouvements que tu dois faire. Puis l'après-midi, tu arrives à froid ici. Il y a très peu de gars qui viennent. On est tranquille. Tu feras les exercices. On va y aller progressivement, mais on va quand même y aller assez vite. Hein. T'es d'accord? Ma foi, je marche, oui. Tu sais, si ça va comme je pense, j'ai l'œil. Hein. J'ai l'œil, je suis un vieux de la vieille. J'ai pas pu faire ce qu'il aurait fallu faire. Moi, j'étais trop méchant. Et puis, je suis pas un type sérieux. C'est pas le tabac, moi. C'est cette connerie qu'on a là, qui m'a touché les couilles. Alors, je dis, oh non, de ce côté-là, y a rien. T'es puceau? Non, non, pas du tout. T'as arrêté? Oui, bravo. Alors, si t'es un type sérieux, t'es mon homme. J'en ai comme ça ici une dizaine. J'ai même un pompier. Je te le ferai connaître parce que c'est à peu près ton poids. Alors, je te préviens, lui, il est méchant. Lui, il va y arriver. Mais toi, tu vas y arriver. J'ai pas besoin de 36 leçons pour voir ça. T'as l'abattage. Puis t'as des bras, c'est pas des bras, c'est des grues. T'as vu ça? Allez hop, étire-moi ça devant moi, là. Oh, c'est formidable. Tu fais plus d'1 mètre, c'est énorme. Alors viens, je vais te montrer. Tous les jours, tu me trouveras ici. Moi, je quitte pas, j'arrête le soir à 10 heures. C'est devenu ma passion. Il faut que je forme des mecs et jusqu'ici, j'en ai pas formé. Hein. Tous des lavettes. Ça marche un peu, sauf le pompier. Puis d'un seul coup, ça arrête. Dès qu'ils prennent un coup de poing dans la gueule qui les fait un peu saigner, ça gueule, on devient des gonzesses et j'en vois plus. Alors là, tout ce qui s'entraîne en ce moment, c'est du pareil au même. J'y crois, mais à peine. Alors, je vais pas te dire aujourd'hui, je vais pas te faire du baratin. Je crois à toi et tout ça. Mais je voudrais croire à toi. Moi, je suis généreux. Quand on franchit la porte, moi, je dis pas, ça va pas. Je pose 2, 3 questions. Le mec se fout à poil. Un corps, ça me parle. Je m'y connais là-dedans. Alors, on va faire les mouvements. Tu vas te taper pendant 2 mois. Je te le redirai, mais il faut que ça te rentre dans la tête. Je m'occuperai pas de toi tous les après-midi dès que tu rentreras. Je te regarderai faire. Je tournerai autour de toi, tu feras comme si j'étais pas là. Au début, c'est un peu chiant, mais après, on s'y fait. Alors, tu feras un peu du punching ball. Tu vois l'espèce de ballon qui est là, avec des caoutchoucs en haut et en bas. Alors, avec ça, faut pas rigoler. Hein. C'est plus qu'un bonhomme qui est devant toi. Il faut taper comme une ordure. Alors, faut taper. Hein. Il faut pas te découvrir. Hein. D'abord, le ballon, il te revient dans la gueule, mais ça, c'est rien. Mais faut pas feinter avec lui. Faut taper de plus en plus fort. Puis de temps en temps, tu le laisses revenir un bon coup dans ta poire. Puis il faut que tu saignes. Faut pas avoir peur que ça coule. Puis après, tu fais du saut à la corde. Puis longtemps. J'ai des réveils ici. Il y en a qui en font jusqu'à une demi-heure. Je veux pas qu'on se repose au milieu. À la corde, on sue. On sue, mais on maigrit que ce qu'on doit maigrir. On doit donc calculer à la corde ce qu'on doit maigrir, ce qu'on doit perdre. Et puis quand on l'a atteint, c'est seulement de l'entraînement. Ça t'assouplit les bras, ça te durcit le bide. Tu dois faire ça avec la tête qui pendouille. Et puis tes mains, elles doivent tourner et tricoter. Ça, c'est clair. Les petits mouvements de culture physique que tu faisais, ouais, c'est joli, quoi. Mais c'est pas la peine. Tu t'assouplissais un peu le tronc. La tête, tu la faisais tourner un peu à droite et à gauche, comme à l'école. Alors je confirmais, oui, c'est ça. Alors tout ça, ça sert à rien. Enfin, ça t'a servi jusqu'à maintenant, mais tu l'oublies. Alors, on se serre la main. Tu vas me dire ton nom. Je commence jamais par là. Il faut que je sonde le mec. Alors moi, je vais te dire qui je suis. Ça va rien te dire. Je m'appelle Pécor, comme un pécor. Mais je suis pas pécor. J'en ai fait, j'en ai vu. J'avais un gosse et puis je l'ai plus. Enfin, ça, c'est une autre histoire. J'aurais voulu qu'il en tâte un peu, puis ça n'a pas marché.
Alors tu te dis, à partir de maintenant, il n'y a qu'un mec dans ta vie. Hein. T'as pas une gonzesse, t'as un mec. Mézig, Pécor. Puis alors une dernière fois, je te le dis. T'as compris jusqu'à maintenant, mais là, je te le dis direct. Je suis une peau de vache. Quand quelque chose me va pas, je viens, je cogne, sans les gants. Puis faut rien dire. Faut tout encaisser. Et le blaire, c'est moi qui le casse ici. C'est pas en jouant, en tricotant comme ils tricotent là. Regarde-moi ça, c'est enflé. Ils se foutent des caresses, on dirait qu'ils vont se baiser. Le blaire, c'est moi qui me le tape. Je suis tapé celui du pomplard. Il a rien dit. Ton blaire, je me le tape. Pas tout de suite. Ça fait pas mal. On se fait tirer des petits morceaux là-dedans, puis c'est fini. Puis après, on est tranquille. Parce qu'avec un bière comme t'en as un, fais voir. Il m'a touché le blaire, puis il a appuyé à fond. Ça commence à me faire mal. Alors il m'a dit ça, c'est rien. Quand ça pète, ça pète. Puis il m'a fait un clin d'œil. Il m'a tapé sur l'épaule. Il m'a dit pour aujourd'hui, c'est assez. Alors je te revois. À partir de demain, 2 heures. Je compte sur toi. Et on a commencé. Disons qu'au départ, j'y croyais pas. J'y croyais pas parce qu'il y avait des tas de repères dans sa discussion. Surtout une chose. Il avait bien insisté, coléreux oui, mais ça sert pas. Parce que la colère, je le savais, ça vient, ça éclate, et ça retombe. Ça, c'était très clair. Alors que méchant, bah, je crois qu'on est méchant même en dormant. Et je savais que j'étais pas méchant. Ha! Devenir méchant, on ne devient pas méchant. Le père, c'était un coléreux comme moi. La mère aussi. Des tas de gars que je connaissais, c'était le même tabac. Des types méchants. Oui, en réfléchissant bien, en cherchant, j'en trouvais un. Fallait remonter à quelques années en arrière, le type au coton à Besançon. Lui, c'était sans doute ça le méchant. C'est-à-dire que j'y avais rien fait, mais sans rien lui faire, il était méchant. J'aurais pu l'appeler méchant, c'était ça son nom. Il m'avait attendu à la sortie de l'usine, puis il m'avait foutu sa pêche. Puis quand je me relève, il m'avait foutu la deuxième. C'est ça être méchant. Moi, je pourrais jamais. Alors j'ai mis ça entre parenthèses. J'ai pensé, on verra. Mais on verra avec un point d'interrogation. On verra sans être sûr, mais aujourd'hui, on ne devait pas s'en occuper. Il fallait commencer par durcir. Parce que la flotte, ça, non pas ça ramollit, mais ça étire. Alors que la boxe était sec. Ça raffermissait les choses. Il n'y avait pas de crampes dans la boxe. Il y avait des coups. En nageant, j'avais rarement, très rarement, une crampe. Quand j'abusais un peu, quand je restais des heures à attendre de clients. Alors que les coups, on les reçoit. Ça, on les attend pas. On sait que ça va venir, mais... Et sans trop me faire de cinéma, tous les jours à 2 heures, j'ai pris le chemin du... Moi, j'appelais ça le boxon. Ça me faisait rigoler. Je pourrais pas arriver à dire le boxing comme Bertok disait. Alors, quelques leçons. Des sauts à la corde. Le pitchimball, comme il disait. Alors, de temps en temps, il sortait de sa petite cabane, là-bas dans le bout, qui n'était pas une cabane, c'était une sorte de chaise longue qu'il avait, affalée. Il fumait comme un pomplard. D'un seul coup, il sortait de là-dedans, puis il venait vers moi. Alors, j'attendais une parole. Après, j'ai compris qu'il n'y avait pas de parole avec lui. Il me l'avait dit, mais ça s'oublie, ces choses-là. Il venait vers moi, j'arrêtais. Je laissais le ballon revenir tout doucement. Il branlait, il faisait un petit vombrissement. Je mettais les bras le long du corps. Puis je le regardais arriver. Puis ça partait comme une flèche. Il avait encore une pêche terrible. Il tapait à chaque fois en plein dans le menton. Jamais il m'a tapé sur les bras, jamais sur la poitrine, jamais dans le bide. Jamais un coup bas. C'était le menton qui venait cueillir. Une fois, il m'en a mis une tellement sèche que je suis parti à la renverse et je me suis relevé. Puis j'ai eu un geste envers lui. Ah, il m'a dit bravo, c'est bien. Ouais, vas-y, tape-moi dessus. Allez, je le mérite, vas-y. Alors je me suis dégonflé, il m'a dit, bah si tu te dégonfles, ça va pas. Qu'est-ce que tu voulais me faire? Tu voulais me foutre en l'air? Mais faut me foutre en l'air.
Allez, je suis pas seulement un pécor. Tape. Alors j'ai envoyé 2-3 pêches comme ça, du gâteau, de la guimauve. Paf, il m'en a remis une autre. Alors là, il m'a fait mal. J'ai à peine réfléchi, c'était mon temps, j'ai voulu me replacer une, il m'en a remis une autre. Lui, il bloquait ce que je faisais, mais moi, j'arrivais pas à taper. Pas à taper, pas à l'esquiver, puis avoir un type à gants nus devant soi, j'avais encore pas fait grand-chose avec les autres. Mais j'avais l'impression qu'il était désarmé. C'était l'envers. Ça faisait beaucoup plus mal. Ah, il m'a littéralement assaisonné cette fois-là. J'ai renvoyé 2-3 pêches en pleine gueule. Lui, il essayait d'esquiver, puis après, il a arrêté. On aurait dit qu'il était content. Alors j'ai tapé, j'ai tapé. C'était vraiment la première fois que je tapais comme ça, surtout sur un mec qui disait rien. Puis après, il m'a dit arrête. Puis j'ai vu qu'il suçait sa lèvre. Il se la mordillait comme quelqu'un qui réfléchit, qui va peut-être vous voler dans les plumes. Alors j'étais resté en garde. Puis il m'a dit allez, arrête. Arrête, ça y est, ça marche. C'est bien. C'est bien, petit, si tu continues comme ça. Je te dis, tu vas être mon homme. Bientôt, je te fais travailler avec le pomplard. Alors ça a continué. Il m'a fait chier de plus en plus. Chaque fois que je faisais une mauvaise garde ou je travaillais dans ma glace, il fallait que je me torde la gueule et puis il m'a appris à tenir un dentier. Le protège-dents qui était là, un bout de caoutchouc que je me serrais dans la dent. Puis il me disait tape, tape, tape. Puis alors c'était lui qui imitait les bruits que j'aurais dû faire avec mes bras. Alors au commencement c'était ta, 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 ta. Puis alors lentement ça allait plus vite, quoi. Jusqu'à ce que ça aille le véritable rythme d'une mitrailleuse. Ta, 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 ta. Maintenant reviens, position. Perds-toi, mais que sur le côté, non là tu te feras avoir. Repars. Le gauche, tape doucement. Alors je m'énervais. Je m'énervais et je sentais que peut-être j'étais en train de devenir méchant. Mais dès que la séance était finie, ça durait 1 heure. Jamais davantage. Je me retrouvais dehors, à l'avenue des Moulineaux, derrière Marcel Sambin, au milieu des quelques gars qui flânaient ou qui allaient au boulot. Je perdais tout. Je mettais mes mains dans les poches. Je les suivais, je les dépassais. N'importe qui aurait pu me donner un coup d'épaule, j'aurais rien fait. Je montais dans l'autobus. Je me faisais bousculer, je me faisais écraser les herpions. Des fois, on me toisait, on me regardait, on me cherchait. Il n'y avait pas un gramme de colère qui ressortait. Ça m'inquiétait pas, ça me semblait tout à fait régulier. Pas surpris pour de rond. Je me disais que j'étais en train de doubler Pécor. Je lui faisais croire quelque chose quand j'étais là-bas, mais quand je ressortais, je redevenais un peu une fille. Chez moi, je réfléchissais énormément. Au boulot, c'était exactement pareil. Alors qu'à une époque, j'avais rapidement fait de sonder, de mesurer, là où les types qui marchaient devant moi, ou que je voyais en train de becqueter, je comprenais qu'il fallait qu'ils fassent autre chose, ou pour s'assouplir, ou pour se dérouiller. Il devait faire des mouvements. Là, je les regardais, mais j'arrivais pas à me dire si avec celui-là, je devais me casser la gueule, je lui ferais un 1-2, quoi. Ou bien un doublé du gauche, et puis je revenais du droit. J'arrivais pas à faire une sorte de transfert là-dessus. À passer du boxon à l'extérieur et à chercher des mecs. Or, Pécor, lui, m'avait non seulement fait toucher ça du doigt, mais il me disait qu'il fallait que je cherche des noises à tout le monde. Il fallait surtout pas que je me laisse balloter. Qu'à l'usine, si des mecs me faisaient chier, je devais carrément taper. Et que je loupe pas le menton, que je reste toujours en garde, que je fasse pas le con, mais que je cherche un peu. Ça, je pouvais pas le faire. Même, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des emmerdements, des mots avec des gars. Quand je faisais pas assez vite le boulot, quand ils allaient se foutre à la coule, que le type m'envoyait chier carrément. Même une fois, j'ai été menacé par un mec qui m'a dit si t'étais pas à l'usine, je te casserais la gueule.
J'ai rien dit. J'ai pas dit je suis ton homme. Alors que Pécor, il me disait, t'es l'homme à tout le monde. Les petits, les gros, les maigres, les grands. Tu dois tout farcir. Puis j'espère qu'il va tomber sur des os. Faut que tu cherches les os. Les petits, c'est les plus vicieux. Puis dehors, le dessous de la ceinture, ça veut rien dire. Alors là, tu vas faire tes classes. J'ai jamais pu y arriver. Je faisais tout ce qu'il voulait. Quand je rêvais dans le boxon, j'étais son homme. Mais 1 heure après, je redevenais un autre bonhomme. Alors je le doublais, je le gourais. Puis je me suis un peu ouvert à lui. J'ai carrément dit, enfin, telles sont tes recommandations, là. J'arrive pas à les mettre à l'épreuve. Tu m'as dit qu'il fallait que je cherche des mecs. Je peux pas arriver à les chercher. Puis alors je vais aller plus loin. Quand je les trouve, ça a été fini, ça a été la fin de ma phrase. Il m'en avait mis une. Il aimait pas répondre autrement que comme ça. J'ai bouffé un peu le truc. Je me suis relevé, je me suis essuyé. Puis il m'a dit, mais c'est pas parce que t'as pas les gants. Tu dois pas te laisser faire, même par moi. Alors j'ai foutu une pêche. Mais là, j'ai joué mon rôle de pêcheur. J'ai filé quand même une grande pêche en me découvrant légèrement. Il est parti un peu en arrière. Ses jambes ont commencé à s'en mêler. Puis heureusement, il y avait sa grande chaise longue. Il s'est cassé la gueule dedans. Les bouts de bois ont résisté. La tête est tombée sur la poitrine. Alors je suis venu vers lui, je l'ai secoué. Il y avait un robinet dans un coin, j'ai foutu un peu d'eau dans mes mains, puis j'ai balancé ça dans la gueule. Je crois que là, je l'avais vraiment eu. Seulement, il ne fallait pas lui demander pardon. Alors, je n'ai pas dit excuse-moi. Alors, j'ai dit tu l'as voulu. Il m'a dit oui, je l'ai voulu. Alors, aujourd'hui, c'est pas 1 heure que tu vas rester, c'est 2 heures. Tu vas attendre parce qu'il y a le pomplard qui va venir. Je m'étais dit que on n'était pas loin du jour. Alors, le jour, c'est aujourd'hui. Tu vas mettre les gants, tu vas t'échauffer un peu. Puis lui, je vais pas le laisser se chauffer. Tu vas le prendre à froid. C'est pas une fleur que je te fais, c'est seulement comme ça, parce que lui... Enfin, lui, il est toujours à chaud, hein, tu vois ce que je veux dire. Alors, je te préviens, tu l'as vu déjà faire un peu par-ci par-là. Ça cogne, hein. Ça cogne, et puis il doit faire 78, alors il a quand même 2 kilos de plus sur toi. Alors, je te signale que 2 kilos, ça se sent, hein, surtout dans la gueule ou sur le côté. Alors, tu vas rester bien couvert. Oh, ne crois pas que je sois en train de le trahir. J'y en avais déjà parlé. J'y avais dit, il y a un type qui est là, qui vient. Il faudrait que je te le présente. Et lui, il a dit quand tu veux. Lui, les Pomplards, il en a marre. Il a 22 ans. Il veut quitter les Pomplards et là où il est, il peut pas faire les ceintures ni rien. Alors il va commencer par les ceintures d'argent. Puis si ça marche, il fera les ceintures d'or. Seulement tous les deux, je voudrais vous présenter aux argents. Alors toi, pas tout de suite. Lui, je vais faire un essai. Je crois pas que ça marchera. Je dirais pas qu'il est trop méchant, mais pour une fois, je pourrais presque dire à un gars, freine un peu. Dans quelques mois, je crois que vous serez prêts tous les deux. Alors à partir de maintenant, tu vas les chausser devant lui. Alors je vais m'arranger pour que lui vienne à 3h30, 4h. Il a la perme de son capitaine. Puis alors toi, ça sera aussi ton heure. Tous les deux, vous vous entraînerez comme tu le fais, comme il fait. Puis il y aura une demi-heure de round. Des petits rounds de rien du tout au commencement. Aujourd'hui, tu vas faire 1 minute. On va en faire 2 d'1 minute. Ça te semble très court, mais c'est très long avec lui. T'en l'as fait avec des petits gosses, là, c'est rien. 3 minutes, c'est de l'amusement avec les autres, mais... Enfin, je t'en dis pas plus. Vas-y, continue. Alors, j'ai fait un peu de punching ball, un peu de corde. Je me suis un peu rafraîchi. Puis je l'ai vu revenir, le gars. Il s'est dessapé aussi sec. Et puis il y a Pécor qui a dit... Bah, tu viens tout de suite, tu prends tes gants. Je vais te ficeler ça. Puis vous allez vous essayer tous les deux. Alors il était très content. Il a ricané un peu sur le côté. Il a ficelé ses gants. Moi j'avais vraiment le cœur qui battait la chamarde.
Je me suis un peu tapé sur la gueule, quoi. Je me disais, faut que je l'aie. Je me suis remémoré de loin l'autre espèce de mec à Beson. J'en ai fait son double. Un peu mon ennemi. Et puis Pécor, il donne un petit coup de sifflet. Il a tapé dans ses mains, puis il a dit, allez hop, chacun dans votre coin. Faites un peu la résine, dansez, tournez-vous. Alors c'est comme si la cloche avait sonné. Allez-y, j'ai le chrono en main. On en fait 2 d'une. Puis le Pomplard, il est venu carrément sur moi. En dansant. Comme moi, mais beaucoup plus vite. Puis il a essayé de m'essouffler, de tourner un peu. Une dizaine de secondes. Puis il a placé les premiers coups. Il n'a pas cherché la gueule, il a cherché le buffet. Alors j'ai lentement descendu un peu la garde. Puis moi je me défendais, mais j'attaquais pas. Alors Pécor, il m'a dit, alors qu'est-ce que t'attends? Te découvre pas. Puis l'autre aussi se découvrait pour commencer à taper. Alors je me suis mis à tourner comme lui autour de moi autour de lui. On se cherchait, je l'essoufflais, il m'essoufflait. Mais alors lui, il s'est mis à faire des grimaces. Encore 2-3 coups dans le bide, et puis il allait me cueillir au menton. Alors j'ai compris que c'est ce qu'il cherchait. M'écarter un peu des voies, puis taper en haut. Elle a réussi encore une fois son coup. Pécor et ricanait. Ça devait faire 30 secondes. J'avais 30 secondes pour terminer le round. Pécor, à ce moment-là, il a dit, on approche de la fin, allez-y. Alors le Pomplard, il est allé à bras raccourcis. J'ai compris son jeu que j'avais compris déjà avant, mais 3-4 coups en bas, puis aussi c'est qu'il se relevait. À chaque fois, il me cueillait. Doucement, mais je sentais qu'il m'ébranlait. Dans ma tête, je comptais les secondes. Peut-être encore 10, peut-être encore 12. Il en a placé 2 ou 3 encore comme ça. J'en avais marre, j'étais au bout. Puis Pécor a dit, ça y est, c'est fini. Reposez-vous 2 minutes, détendez-vous. Te fous pas sur le dos, t'assois pas, toi. Alors le pompier, lui, il continuait, marchait autour du ring, il faisait des grands moulinets avec ses abattis, puis des grands coups de sirène comme ça. Alors moi, j'essayais de retrouver mon souffle. Pécor, il a dit 2 ou 3 mots au Pomplard, puis il est revenu vers moi, il m'a dit, ça va. Ça va, mais tu dois le cueillir, t'as compris son jeu, c'est facile. Tape dans le buffet 2-3 coups, puis il se relève. Alors toi, fais-en autant. Tape dans le buffet, puis relève-le. Puis il est allé dire encore quelque chose au Pomplard. J'ai nettement eu l'impression qu'il lui disait pareil. Tape dans le buffet, puis relève-toi, fais ce que tu fais, puis lui va faire pareil. Il faut que tu le cueilles. Et moi aussi, il m'avait dit, il faut que tu le cueilles. Alors il y avait un des deux qui devait tomber. Les 2 minutes étaient terminées. Coup de sifflet. Commencé. Alors il s'est remis à danser, moi aussi. J'étais un peu plus dans le coup. Alors j'ai eu droit aux 3 coups dans le buffet, puis quand il remontait, je me parais. On a fait ça encore une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes. Ça devait se passer maintenant. Il m'a eu un bon coup, mais il a tapé tellement fort, il avait cherché son poing tellement loin, qu'en me tapant sur le bout du menton, il était un peu en déséquilibre. Alors il m'a touché juste le bout, ça m'a nettement sonné la tête, mais pas suffisamment pour que je tombe, pour que je perde l'équilibre ou que ça me coupe le souffle. Et comme il était découvert complètement, je me suis rabattu sur lui, j'ai foutu un coup en pleine gueule, puis je me suis découvert, mais lui, il oubliait complètement de se recouvrir. J'ai tapé sur la gueule, j'ai vu le sang qui sortait. Puis il y a Pécor qui a dit, non, pas comme ça, tu te découvres, et puis toi aussi, remettez-vous en garde, recommencez. Mais le Pomplard, il en prenait de plus en plus. Et puis moi, je tapais. Je tapais, s'il y avait 30 secondes, je tapais 30 secondes. Il y aurait eu 3 heures, j'aurais tapé 3 heures. Jusqu'à ce que le Pomplard, il tombe par terre, à genoux. Il a essayé de se relever, j'en ai refoutu une. Il s'est étalé complètement. Alors Pécor, il a enjambé les cordes, il est venu vers moi, il m'a embrassé. Il m'a dit bravo. Puis l'autre qui était par terre, il s'en est même pas occupé. Alors moi, j'ai dit, faut s'occuper du Pomplard. Il m'a dit, laisse-le, je m'en fous. Je m'en fous, ça y est, j'ai compris. Il va se relever, il va s'habiller, laisse-le, il va se tailler. C'est exactement ce qui s'est passé. Pomplard, il s'est relevé, il a même pas eu droit à ce qu'on lui défasse la rosette des gants. C'est avec les dents qu'il a essayé de le faire. Il a craché son dentier par terre, il a tiré sur la rosette. Un premier gant est tombé, un deuxième gant est tombé. Il s'est retrouvé dans sa tenue, bleu marine, sans kébour sur le coin de la tête. Il n'a pas essayé d'essuyer le sang. Il le pompait, il le buvait. Puis il a quitté le boxon comme ça. Alors Pécor, il m'a entrepris. Il m'a dit, j'ai plus besoin de te parler maintenant. T'as fait ce qu'il fallait faire. Alors tous les jours, c'est pas le Pomplay que tu vas te taper. Je vais t'en présenter un autre.
encore plus gros, fait dans les 82. C'est un vieux gars à côté de toi, il doit avoir dans les 35 berges. Il en a tenté comme ça pendant 10 ans. Ça n'a jamais marché, mais il aime ça, c'est un vicieux. Alors c'est avec lui que tu vas maintenant croiser les gants. J'ai rien dit. Il m'a défait mes gants, avec beaucoup de tact. Puis je me suis rhabillé, sans prendre de douche. J'ai ramassé mes affaires. Puis j'ai dit au revoir à Pécor, comme ça de loin. Et dans son transat, il avait l'air de sourire aux anges. Moi aussi, j'y ai souri. On approchait du mois de janvier. Chez moi, je me suis allongé. Ça a été un grand jour, celui-là aussi. Autre chose que la première leçon, autre chose que Blanche. Tout à fait différent du marin. Différent encore de Bellard. Sans aucune proportion avec casquette. Je respirais profondément, lentement. Mon menton faisait un peu mal. J'avais pas tellement envie d'aller à gratter le soir. Mais tout de même, à 6h30, je me suis relevé. J'ai préparé ma petite valise avec le casse-croûte pour 10 heures. J'ai pris le chemin de Farman. J'arrivais pas à réfléchir, mais je faisais beaucoup mieux que ça. J'avais vraiment pas de peau. Là encore, c'était râpé. Si je m'étais pas trouvé dans le bus, avec des tas de types autour de moi, je serais arrivé à chialer. Oui, j'aurais chialé. Un peu sur moi. Sans doute que maintenant je me connaissais. Je pouvais pas aller plus loin. J'allais avoir 20 berges et quelque chose était déjà usé. Ou quelque chose d'usé qui n'avait pas eu le temps de voir le jour. Un peu ces avortons. Les femmes les portent pendant 3-4 mois. Puis elles recommencent tous les ans, et tous les ans, 4e ou 5e mois, c'est la fausse couche. Moi, j'étais vraiment le gars aux fausses couches. Alors j'ai repris mon petit boulot à l'usine. Ma première nuit, ça a vraiment été le cirage. Je marchais comme le pompleur devait marcher quand il est revenu vers sa caserne. J'étais con parce que, à lui, j'avais cassé quelque chose. J'avais cassé quelque chose, ça j'en étais certain. Il se croyait méchant, mais sa méchanceté, elle allait peut-être jusqu'à un point. Il avait peur. Et il avait certainement découvert que la peur et la méchanceté, ça n'allait pas du tout ensemble. C'était un faux méchant. Et moi, j'étais autre chose que peureux. Et radicalement opposé au méchant. J'étais seulement un coléreux, un colérique. Un type à impulsion, à passion, à moments. Des moments qui pouvaient durer 1 minute, avec les femmes. D'autres moments qui pouvaient durer des mois, avec d'autres femmes. Et maintenant, je commençais à savoir, pas tellement le pourquoi, mais le comment. Rester dans l'usine, ça me semblait difficile. Alors changer d'usine, ça allait être le même patin 6 mois après. De toute façon, jamais dans une usine, j'avais trouvé le ronron. Seulement un vague intérêt, quand quelquefois il fallait trouver une panne et que c'était plus difficile qu'une autre. Ou bien à chanter des moteurs, ou à nettoyer des petites chignoles électriques. Mais ça n'allait jamais plus loin. Une petite période dans l'aile de l'avion, ce fameux avion qu'on faisait qui ne voyait jamais le jour.
dans l'aile de l'avion où les bonnes femmes étaient complètement accroupies sur le dos, sur le ventre. Ou bien les 2-3 nains qu'ils avaient embauchés pour aller dans le bout des ailes. Il leur fallait des nains. Ça me donnait des idées, mais des idées que je trouvais ni belles ni pas belles. Des idées dans les poses qu'ils avaient. Surtout un des nains. Non pas le plus petit, mais le plus souple des deux autres. Qui réussissait à rentrer tout à fait dans le coin, là où le bout de l'aile devient un sifflet. À croire qu'il avait un corps en caoutchouc et qu'il réussissait à prendre le moule de l'aile. Il se régalait là-dedans. Mais la pose qu'il était obligé de prendre pour recevoir la petite décharge du type qui était à l'extérieur, parce que là, il riftait, c'était les rifteurs. Les rifteuses, c'était les femmes, mais les 3 rifteurs, c'était les bouts d'aile, les nains. Il pouvait rester comme ça des heures, à prendre l'explosion qui n'était pas grave, qui n'était pas énorme, mais à la fin de la journée, il devait avoir les tympans de l'oreille complètement crevés. À la fin de la journée, il était pris d'un rire et ça n'arrêtait plus jusqu'à ce que... Enfin, jusqu'à ce que la nuit, puisque moi je grattais la nuit, jusqu'à ce que la nuit s'arrête. Alors il m'arrivait à une période assez souvent, et pratiquement toutes les fins de nuit, à aller traîner par là avec ma boîte à outils dans les mains, et à travers les coups du riftage, à trouver son rire, comme si avec ses dents, il riftait aussi. Je passais la tête avec la grande baladeuse et puis j'ai filé un coup de lumière. Alors je le retrouvais là-bas tout à fait dans le bout, coincé, les jambes écartées, plaquées au sol. La première fois où je l'avais vu, je me disais, il sortira pas de là. Il ne pouvait pas sortir de là. Il était complètement embouti. Puis ensuite, comme j'ai vu qu'il sortait, j'ai eu d'autres idées en tête. Des bonhommes qu'on pourrait faire rentrer dans des boîtes. Des bonnes femmes aussi, avec des couvercles sur la tête. Des boîtes de plus en plus petites, de plus en plus serrées, de plus en plus ramenées sur elles-mêmes. Dans des bouteilles aussi, sans penser à ma bouteille. Puis cette période-là m'a quitté comme toutes les autres, mais je l'avais pas mené à son terme. Après la dernière épreuve du boxon, j'étais resté très propre, très pur dans mon corps. Jamais de branlette, jamais rien. Mon nez était resté intact. Je lui avais pas donné le plaisir de le casser. Mais s'il l'avait fait, je l'aurais peut-être ratatiné le nez à pécor. Fait rentrer dans les gencives, et puis les gencives fait rentrer dans la gorge. Je continuais mes petits mouvements, mais beaucoup plus détaché. Non pas fatigué, mécaniquement mis en route, et d'une machine qui, comme un moulin qui fonctionne avec une petite réserve d'eau derrière lui, commence à ralentir parce qu'il y a de moins en moins d'eau et que la source ne peut pas débiter la quantité voulue pour le faire tourner normalement. J'avais des ailes de moulin qui se ralentissaient, j'avais un cœur qui devenait beaucoup plus calme. Plus d'efforts à faire, mais plus d'efforts de fait. Et même si ça a l'air d'être à chaque fois la fin d'une chose pour le commencement d'une autre, ça a l'air, mais c'est ça. Ça n'a pas été très longtemps après. Le commencement de l'année avait été attaqué. On devait se trouver en février, fin février, début mars. Les premières salades ont commencé à l'usine. C'était en 1944. Les premiers ateliers avec des types qui manquaient. Le soir, et puis on savait que le matin c'était pareil. Alors des chuchotements, puis la trouille qui nous a tous pris. Crouy que je revoyais de temps en temps, naturellement, une fois par semaine, il restait un peu à l'équipe du soir, pour donner ses ordres ou pour avoir la température du boulot. L'usine qui fonctionnait comme une usine doit fonctionner.
Le coucou qui n'arrivait pas à sortir du hangar. Il y avait eu 2-3 essais. L'étanchéité des ailes surtout. Il y avait 2 grandes ailes, énormes. J'avais assisté à un essai un soir. Avec des Fritz là, mais pas seulement les Fritz, les ingénieurs, et puis les 2-3 gardiens en uniforme qui nous avaient foutus, mais d'autres Fritz, des types armés. Nous, c'était le 2e essai. Le premier avait foiré, il y avait quelques trous dans les ailes, des rivets qui n'avaient pas tenu. Et un des nains qui avait disparu. D'autres aussi, mais les gars avaient surtout repéré les nains. En dehors des quelques copains qui connaissaient les types qui avaient disparu, on disait que des gars ne revenaient plus travailler. Et puis après ça, on avait compris. On savait ce qui se faisait. Moi, je réalisais. Je m'étais dit de temps en temps que c'était curieux qu'il ne se passe rien là-dedans. Le vieux, lui, de son côté, il avait retrouvé son boulot. Pas chez Renault, mais ailleurs. Alors il parlait de vagues trucs. Seulement lui, il braconnait dans sa tête. Il s'était remis un peu à siffler. Moins parce que je crois qu'il supportait pas. Le coup de sa guibole, ça l'avait vidé et il n'avait jamais plus fait le plein de son sang. Enfin, c'est comme ça que je m'expliquais les choses. Alors de temps en temps, il lui arrivait de boire un coup. Le pinard, c'était rare, mais il en trouvait. Et un soir, un samedi soir ou un dimanche soir, puisque sinon je le voyais pas, il s'était mis à complètement déblatérer. Il était, disait-il, le chef d'un truc que je comprenais pas. Puis à la longue, j'avais fini par réaliser. Ma mère me disait, fais pas gaffe à lui, encore ce soir ça recommence. Mais il parlait, il était devenu un peu beaucoup mythomane. Ça m'était facile de pouvoir comparer entre maintenant et avant. Disons que depuis toujours, il avait des histoires absolument invraisemblables, qui tenaient pas debout. Dans les mensonges, il se défendait mal. Mais il n'y avait pas que les mensonges, il y avait autre chose que les mensonges. Il y avait de véritables histoires de dingue. Ou si je l'avais cru, il avait planté un type. Ou bien encore à l'usine, un mec qui avait marché sur le pied, il n'avait pas pu supporter ça, il s'était retourné, mais avec un outil dans la main, et il en avait foutu un coup en pleine gueule. Ça me semblait un peu gros. Parce que dans une usine, si on fout un coup de poing dans la gueule d'un type, on est saqué. Et encore moins maintenant. Enfin, à l'époque où je parlais, si par hasard on faisait ça, on n'était pas saqué. On embarquait les mecs ailleurs. Et tout en faisant mes petits cours de natation et mon petit turban au boxon, j'ignorais rien. Je savais ce qui se passait. J'avais un copain qui avait disparu, sans rien laisser derrière lui. Mais je savais ce qui lui était arrivé. Parce que je savais comment il s'appelait, et j'étais peut-être le seul à avoir découvert très longtemps avant que c'en était un, comme on disait. Il s'appelait Simon. Alors il avait eu droit. Il n'avait pas eu droit à l'affiche jaune avec les lettres noires, ou aux affiches rouges, d'un côté en allemand et de l'autre côté en français. Il avait eu droit à beaucoup plus d'anonymat. J'avais pas eu besoin de demander des questions, de le chercher. En le voyant plus, j'avais compris. Il y en avait comme ça plusieurs qui avaient disparu dans le quartier. Des Simon, des Lévy. Je ne dirais pas ça me faisait pas chier, ça me laissait indifférent, ou ça me faisait chier et ça m'énervait. Cette chose-là aussi aurait son heure. Cette heure-là viendrait certainement, elle aussi, avec une colère. Parce que tout était motivé par la colère. J'ai jamais été un type à raisonner, à avoir des grosses discussions profondes, en moi, devant une glace.
Quand gosse ou pas gosse, de temps en temps je m'arrêtais, soit en me grattant la couenne ou en étant minot et en essayant de voir dans mes yeux quelque chose. Je commençais toujours sur une histoire qui très vite me ramenait à moi. Et très gosse, je me plaignais beaucoup, jusqu'à ce que je me mette à chialer. Je me faisais chialer dans la glace. Là, j'étais content, j'arrêtais, je repartais. Je tournais dans le coin. Un peu plus grand et devenu adulte, je me faisais plus chialer. Je me parlais beaucoup moins, en paroles. Mais avec mes yeux, je me questionnais. Et si c'était la période d'un des gars que je connaissais, ou d'une des histoires qu'il m'avait racontées, ou d'une des salades de la maison, c'était pas cette salade-là qui revenait. C'était le silence. Un silence qui allait, avec mes yeux, beaucoup plus loin en moi. Puis ça se terminait toujours par une exclamation, c'était un bof, qui n'avait rien à voir avec du dégoût ou de l'impuissance. Ça avait à voir avec une exclamation d'attente. Je me faisais pas confiance, mais si j'avais gratté un petit peu la croûte, j'aurais peut-être découvert ou rien découvert du tout, parce qu'à ce moment-là, c'était pas encore le moment. C'était pas le moment parce qu'il fallait qu'il y ait 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et qu'un nombre de 1 finisse par faire enfin un total. La petite envolée, avec Mireille comme prétexte, au fond, sans y avoir tellement réfléchi, j'arrivais très nettement à voir que j'avais pas besoin de Mireille, j'avais pas besoin du fric. Au contraire, le fric, ça, parce que je l'avais piqué, nécessairement, ça me ramenait. Mireille, pareil. Pas parce que c'était une pute, mais Mireille m'aurait ramené. Et Blanche, et puis le marin, et puis n'importe qui. Il fallait toujours que je revienne à un point pour disons, faire l'addition, continuer l'addition. J'avais pas encore mis en route le total, mais je préparais le total. Donc à l'église, à l'usine, pas à l'église, pas le porte-malheur. Mais à l'église aussi. Pourquoi? C'est pas parce que c'est un lapsus, ça veut dire quelque chose. C'est pas seulement une fois que je suis rentré dans une église. On peut en parler, je suis pas du tout gêné par ça. Puis même après, je suis encore rentré dans des églises. Pas du tout pour venir chercher la foi ou tout le baratin. Je suis rentré dans des églises parce qu'il fallait que je rentre dans des églises. Pour parler à Bibi Lolo. Pas pour parler à la pauvre qui était là-dessous dans son cercueil en verre. Enfin, j'y retournais pas d'ailleurs dans cette église-là. Je suis allé dans d'autres églises. Alors des fois, je regardais la croix. Ça me faisait ni chaud ni froid. Le mec qui était pendu dessus. Une fois ou deux, j'ai réfléchi un peu à ça. Mon père qui disait que tout ça, c'était du boniment, c'était pas possible. On pouvait pas clouer un type sur une croix, ça s'était jamais fait, ça se ferait jamais. Moi, ça me semblait très possible. J'ai même un peu mimé cette histoire-là. J'ai eu une période où je me suis mis à dormir par terre, les bras en croix. Seulement, j'avais pas de clous dans les pognes. Alors j'imitais les clous, j'essayais d'imaginer ou d'inventer la souffrance, mais j'y arrivais pas. Alors c'est la période où je me suis un peu tapé dessus. Une fois, j'ai décidé que je me foutais un coup de marteau sur les pattes. J'ai tapé très doucement. J'ai essayé 2-3 coups en tapant un peu plus fort, mais la main droite, elle savait ce qu'elle faisait à la main gauche. Il n'y a rien à faire, elle n'a jamais pu cogner, ou arracher l'ongle ou pas, enfin, ça me semblait pas possible, et puis ça allait faire trop mal. Alors j'ai trouvé quelque chose de plus simple, avec une porte. Ben j'ai pas pu aller jusqu'au bout. J'ai donné de l'élan à la porte, alors je pouvais plus la retenir, mais ma main pouvait plus la retenir. Celle qui avait lancé la porte, avec le petit doigt. Je m'étais morflé le petit doigt. Mais c'est le pied qui a retenu la porte. Très gentiment. Sans histoire. À partir du moment où ça faisait un peu trop mal. Alors je me suis jamais fait trop mal.
Alors ça comptait pas pour 1 point, mais pour un quart de point peut-être. Alors il y a eu comme ça des quarts, des huitièmes, des 16e de point, des 32e de point. Des petites choses qui devaient se foutre dans une marge. Et moi qui n'étais pas très fort pour le calcul, ce calcul-là, je crois que j'étais à mon affaire. Alors je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ignorais rien. J'avais un corps devenu très batte. Je savais certaines choses. Bon, alors on revient pas dessus, coléreux, tout ça. L'usine, c'était comme autre chose, ça marchait pas. Les vieux, la vieille, tout ça. Pour le moment, c'était un reposoir. Non pas je trouvais la bouffe, mais non, comme ça. Je les utilisais pas. Eux m'utilisaient un peu, mais pas plus que moi. Il y aurait encore des points. Mais je reviens là-dessus, c'est que la disparition de Simon, surtout, c'était vraiment au commencement, sans doute vers 42. J'ai su après que c'était là qu'on l'avait chopé. Il était gardien avec son père, enfin son père et sa mère étaient les gardiens, dans une laverie, dans la rue des Guesseaux. C'est un petit copain d'école. Ça aurait été le seul avec qui je me serais entendu s'il n'avait pas toujours eu la trouille. Il avait même la trouille de moi, et ça me faisait vraiment chier. Alors j'ai essayé, je m'étais même un peu forcé de jouer avec lui, mais il n'avait pas les mêmes manières que moi. Il était plus chic. Je prends le mot chic dans le sens que ma mère lui donnait. C'est-à-dire que pour elle, il y avait 2-3 locataires dans la maison qui étaient des gens chics. Pas des gens qui disaient bonjour ou qui de temps en temps avaient une pièce dans la main, mais des types qui portaient bien la tenue. Et Simon, il était très propre. Pas l'opposé de moi, mais parce qu'à sa manière et à ma manière, on aurait pu se comprendre. Mais il avait des gestes. Quand il écrivait, c'était très appliqué. Assez souvent dans les premiers. Et les autres ne pouvaient pas piffer ça. Il y avait un premier qui était jamais Simon, mais Simon quand il était 4e ou 5e ou 6e. Simon qui était à son affaire quand il fallait parler. Pour dire une récitation, il y avait lui, j'avoue, il y avait moi, seulement lui, il faisait un autre travail que moi. Lui, ça se terminait toujours par, non pas des félicitations du pion, mais par un encouragement. Alors que le pion disait de temps en temps à des types très bien, à Simon, il n'arrivait pas à dire autre chose que c'est pas mal. Alors que pour moi, Simon, c'était autre chose que très bien. Des récitations que moi j'ai oubliées, d'ailleurs, je les savais pratiquement pas quand je les récitais. Mais alors il y mettait toute l'ardeur et pour moi la récitation devenait ce que c'était, autre chose que d'apprendre comme tous les petits copains apprenaient. Et ce que le maître dans le fond attendait. Il savait mimer, camper. Il y avait au maximum 2-3 personnages. Les 3 personnages dans sa tête. Il se mettait face à nous sur l'estrade. Le pion le regardait un peu sur le côté en souriant. Il ouvrait les bras, il avançait une jambe. Il tendait la tête. Il fermait presque les yeux quand il se passait quelque chose de dur. Je me rappelle mon père, ce héros, sourire si doux. Oh, son père, c'était vraiment un héros. Son père, à lui, Simon, je le connaissais pas, mais le père que lui, il faisait. Oh, c'était ça, un héros. Pas comme les autres. Et les autres, pourtant, ils s'étaient mis eux aussi à le plagier, mais ça tombait comme une merde. Ils en faisaient trop ou pas assez. Ils appuyaient là où il fallait arrêter. Mais quand Simon arrivait à ce sourire si doux, il avait un sourire qui m'arrachait les tripes. Ma mère qui savait sourire, pour moi, quelquefois, très doucement, très tristement. Elle me remuait un peu. Mais très vite, elle me disait, « Simon, il faut que tu arrêtes. » Elle me disait, « Tu vas te faire mal. » Et puis, elle me disait, « Tu vas te faire mal. » Et puis, elle me disait, « Tu vas te faire mal. » Et puis, elle me disait, « Tu vas te faire mal. » Et puis, elle me disait, « Tu vas te faire mal. » Et puis, elle me disait, « Tu vas te faire mal. » Et puis, elle me disait, « Tu vas te faire mal. » Et puis, elle me disait, « Tu vas te faire mal. » Et puis, elle me disait, « Tu vas te faire mal. » Et puis, elle me disait, « Tu vas te faire mal. » Et puis, elle me disait, « Tu vas te faire mal. » Et puis, elle me disait, « Tu vas te faire mal. » Et puis, elle me disait, « Tu vas te faire mal. » Et puis, elle me disait, « Tu vas te faire mal. » Et puis, elle me disait, « Tu vas te faire mal. » Et puis, elle me disait, « Tu vas te faire mal. » Et puis, elle me disait, « Tu vas te faire mal. » Et puis, elle me disait, « Tu vas te faire mal. » Et puis, elle me disait, « Tu vas te faire mal. » Et puis, elle me disait, « Tu vas te faire mal. » Et puis, elle me disait, « Tu vas te faire
Très vite, ça me dégoûtait. Ça me dégoûtait parce qu'elle était en train de me posséder. Elle se possédait lui-même, enfin elle-même, elle tombait dans son propre piège de sourire. Et puis elle se mettait à chialer. Alors que Simon, lui, après le sourire si doux, il pouvait passer à quelque chose de beaucoup plus rude dans les mouvements du gars qui était par terre. Du type que le père regardait. Du gars qui tendait son bras. Dans le bras, il y avait peut-être tout le bras du père qui voulait encore à boire. Qui voulait pas abandonner. Puis après, il mettait les bras le long de son corps, avec sa tête qui tombait tout doucement. Ah, c'était pas beau. On pouvait pas tenir. Alors il y avait ceux qui pouvaient pas tenir et qui se mettaient à rigoler. Alors ceux qui rigolaient, j'ai compris qu'ils étaient un peu comme moi. Plus qu'emmerdés. Il fallait pas que ça dure. Sinon, alors eux, ils auraient chialé. Ils se mettaient à voir le gars. À entendre les autres qui étaient autour et qui geignaient. Le champ couvert de mort. Ce geste court. Pas un geste dramatique. Un geste court, mais dans la rapidité du geste. L'étendue du champ. Moi, je voyais tout de suite le terrain vague derrière l'école. Avec ses bosses et ses trous, et puis les tas d'ordures dedans. Les rats qui venaient puis qui becquetaient tous les restes. C'était ça, le champ couvert de mort. Sur qui tombait la nuit. Oh, je vais pas dire que j'aimais Victor Hugo, mais... Oh, je me suis mis à aimer Victor Hugo à ce moment-là. Oh, c'était un vache de mec. J'avais vu sa gueule dans le bouquin, avec sa barbouze, un peu taillée à l'équerre. Bon, il avait des yeux qui me disaient quelque chose, ça m'a vite rappelé. D'ailleurs, ça nous a tous rappelé, le toubib du coin. Ça s'appelait Besançon. Le gars qui grattait un peu sa barbouze et puis qui regardait dans ses ombres quand il réfléchissait à ce qu'il allait dire. Alors Simon, il a disparu, il devait avoir 17 ans. À peu près mon âge, donc c'était ça. Je suis passé devant le lavoir. Puis j'ai jeté un coup d'œil. Mais j'étais venu, à ce moment-là, dans un but très précis. Pas du tout pour taper chez Simon, mais pour jeter un coup d'œil à travers la fenêtre. Sa mère, elle avait des rideaux comme on n'en avait pas. Je sais pas d'où il venait, Simon. Oh, il était peut-être né en France. Je connaissais pas les histoires. Mais sa vieille, elle avait des rideaux qui étaient drôles. Des tas de broderies là-dedans, comme on n'en trouvait pas chez nous. Alors j'ai jeté un œil dedans, dans la pièce. J'ai été surpris, mais à demi surpris. Je m'attendais, en venant vers Simon, que je trouverais pas la gueule de la vieille ou du vieux, que j'avais vu quelquefois et que je reconnaissais quand je les croisais, à qui je disais pas bonjour parce que moi, ils me connaissaient pas. Puis j'ai vu d'autres gueules là-dedans avec une fille. Alors Simon y avait eu droit. C'est tout. C'est tout ce que je m'étais dit. Simon y avait eu droit. Et ça ne m'avait pas empêché après de connaître d'autres gars, d'écouter d'autres histoires, de patauger dans mon merdier, sans oublier Simon, mais sans jamais faire revenir sa tête à la surface. Puis les autres, les Lévis, qui avaient disparu. J'ai pas cherché davantage. J'ai compris que ceux-là, je les reverrai pas. J'ai seulement dit un soir parce que j'étais con ce soir-là et que je tenais mal le coup, pour une toute autre histoire que celle-là. J'ai dit à la vieille, ah bah je te l'ai jamais dit, mais Simon il est parti. La vieille elle a rien dit, seulement ah bon. Mais elle a compris. Alors pour faire un peu plus vite, je parlais du père. Alors le père il fabulait comme on dit. Il avait des longues histoires
Non plus mensongère, mais invraisemblable. Non seulement, je l'ai déjà dit, en étant rond, mais sans être rond. Jusqu'à ce qu'un jour, il essaye de me faire gober qu'il était le chef de ce que je soupçonnais exister, parce que j'avais trouvé dans mon tiroir, dans l'établi, des tracts. Je les avais lus et puis je les avais portés aux chiottes, sans les foutre dans le trou, par terre. Le vieux m'avait fait croire, enfin avait voulu me faire croire, qu'il était le chef dans son atelier, que c'était lui qui imprimait les tracts, enfin, du baratin. Bon, il jouait sa petite comédie. On avait eu droit un soir à une visite. Et alors ce soir-là, justement, dans le mois de février, quelques jours avant que les types y fassent le premier essai de l'étanchéité de l'aile, je m'étais trouvé avec un paquet de tracts sous l'établi, là où ronflait le marin. Et c'était pas une planque. Parce que sur le paquet de tracts, il y avait marqué « à faire suivre ». Alors j'avais lu un tract en douce. C'était très clair. On appelait à des tas de trucs. Saboter comme on pouvait. Alors j'avais foutu ça dans ma musette. Et puis le matin, en quittant l'usine, je m'étais barré. De temps en temps, il y avait des fouilles. Ce matin-là, il n'y en avait pas. Il n'y en a d'ailleurs pas tous les matins, ni tous les soirs. Sans fouille, je suis rentré chez moi. Et le lendemain, ça grattait pas. Alors j'ai foutu la musette par terre, et puis j'ai roupillé un peu le matin. La musette, j'avais foutu près de la cuisinière. Entre la cuisinière et l'évier, il y avait un petit renfoncement, là où je la mettais d'ailleurs tous les matins en rentrant. Alors ma musette dans le coin, bon, le samedi après-midi, il passe. Et dans la soirée, le vieux, la vieille, la grand-mère et moi, j'étais là. On a sonné à la porte. Alors je me suis levé, j'y suis allé. J'ai ouvert. Et je suis tombé face à face avec deux gars en civil et un autre derrière qui n'avait pas un uniforme, mais j'ai compris qui il était. Il ressemblait tout à fait aux ingénieurs qu'on avait à l'usine chez Farman, qui étaient des Fritz en civil eux aussi, avec ces énormes imperméables un peu mastiques, brillants, qui pendaient en dessous les genoux. Mais alors lui, il avait un chapeau, il n'avait pas une casquette. Mais les deux gars qui étaient devant, des civelots aussi, il y en avait un qui parlait très bien le français, qui était un Français, qui m'a même pas demandé qui j'étais, ni rien. À peine la porte ouverte. Un petit moment d'arrêt de surprise pour moi. La lumière était allumée. Il est rentré dans le couloir. Puis il m'a dit deux. Alors j'ai dit oui, c'est moi. Il m'a dit non, il y en a un autre. Alors mon père, lui, la gueule enfarinée, il est arrivé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il les a vus, puis alors là, il a compris, c'était plus du cinéma. C'était plus le chef d'atelier qui imprimait les tracts. Et moi, je me suis mis à les avoir mouettes. Alors il a commencé à baratiner le père, sans lui demander les papiers. Puis il a dit venez. Il l'a fait sortir de la cuisine, il est rentré d'office dans une pièce, c'était le salon. Moi, je les ai suivis, il m'a dit non, toi tu restes dehors, là-bas. Puis il y a un gars qui reste à côté de moi, celui qui avait le grand ciré. Alors moi, j'étais dans la cuisine, ça me faisait chier. Et puis il a regardé comme ça, un peu à droite et à gauche, la hotte, que le père n'avait jamais démolie. Puis moi, je lui ai tendu un tabouret. Je lui ai dit, asseyez-vous, monsieur. Alors il ne comprenait pas le français, mais il comprenait ce que je lui disais. Il a fait un signe de tête et puis il a craché entre ses dents, Nine. De la cuisine, il est passé à l'office. La mère, elle avait pigé depuis un bon petit moment. Elle pleurait. Puis à travers ses larmes, elle baragouinait en italien à sa mère, qui avait la police. Alors moi, j'ai dit à la vieille, ferme ta gueule. C'est Zig, il entrave que dalle. Alors c'est pas la peine de continuer. C'est pas les cognes, c'est les autres. C'est les cognes des mecs. Alors ma mère, elle a mis la main à sa bouche, elle m'a dit quel malheur. Je dis non, il n'y a pas de malheur là-dedans, laisse-les faire. Le vieux, c'est du baratin. Alors le type, il est venu sur mon épaule, il m'a tapé.
Puis il a approché son doigt sur la bouche. Puis il a lâché un mot que je connaissais pas encore. Alors j'ai dit à la vieille Branla Foster. La vieille, elle s'est relevée, puis le même geste que moi, elle y a tendu une chaise. Nine. Il a ouvert une autre porte, puis il a passé la tête, c'était ma chambre. Il a cherché le bouton, moi j'ai tendu la main, j'ai allumé. Il nous a fait signe de le suivre. Puis sur le lit, il nous a fait asseoir. Et alors j'entendais dans la pièce d'à côté, il y avait un véritable charivari là-dedans. C'est pas possible, il cassait tout. Le vieux, il disait arrêtez, arrêtez, il n'y a rien, c'est pas vrai. Puis on lui disait de fermer sa gueule. Toujours la même voix, l'autre mec. Moi j'avais une seule idée, c'était la cuisine, quoi, la musette. Faire suivre, je l'avais pas encore fait suivre. Après avoir fusillé toute la pièce, retourné tous les meubles, ils ont ouvert la pièce et c'était un véritable chantier, un bordel là-dedans. Les draps, les frucs de la néglise qui étaient restés là dans une armoire, les fringues de la mère, tout était là en temps. Ils avaient fouillé les placards, il y avait des placards. Les tables de nuit, tout était retourné. Les oreillers, il y avait un grand édredon, ils avaient filé des coups de flingue là-dedans. Enfin, pas des coups de flingue, mais des coups de couteau. Ils n'avaient rien trouvé. Le père, il était blanc. Et le gars qui parlait français, il est rentré dans la pièce. Et il s'est mis à parler en cheleu avec les autres. Puis il a attaqué la pièce, il a fouillé. Il a fouillé dans mes fringues, et la même sarabande a continué. Alors le vieux, il nous avait rejoints sur le plumard. On avait essayé de jacter un peu dans notre histoire, dans notre langue. Et le vieux me dit, il n'y a que dalle. Toi, il n'y a que dalle. Alors je dis, tremble pas comme ça. Puis le mec qui connaissait le français, il connaissait aussi un peu l'argot. Alors il a dit, vos gueules. Maintenant c'est fini, sinon je vous embarque tous. Les femmes avec. Bon. Quand il a eu fouillé ma pièce, il a fouillé le fils. Alors le fils, il n'y avait rien. Il y avait une vague armoire en bois blanc. Bon, il a tiré les tiroirs, il a tout foutu par terre. Encore un petit placard, rien. Il se mettait de plus en plus en boule. Il est passé dans la cuisine. Un petit buffet dans la cuisine. Il n'y avait rien là-dedans. Sorti les cuillères, enfin. On aurait dit qu'il prenait plaisir à faire du bruit. Le grand, avec sa toile cirée, il est venu près du lavabo, près de la cuisinière. À un moment, j'ai cru que c'était tout flambé. Il a regardé, il a soulevé un couvercle. Il y avait de la soupe là-dedans. Il a reposé le couvercle, sans faire de bruit, lui. Lui, il disait rien, il faisait rien. Et puis, il s'est tourné, puis il nous a regardés. Alors là, j'ai réalisé, j'ai cru et j'avais raison. S'il nous embarquait, en tous les cas, il n'y aurait pas à faire suivre, il ne le trouverait pas. Alors on est passé dans le couloir, et puis, la salle à manger, enfin. Ils n'ont rien trouvé. Et le gars qui parlait français, il a dit à mon vieux, on vous a donné, vous êtes un communiste. On n'a rien trouvé, demain matin, commissariat, je vous embarque pas maintenant. N'essayez pas de foutre le camp, il y aura quelqu'un dans le quartier. Dans le quartier, tous les types comme vous, ils y passent. Si on en trouve, on embarque. Sinon, c'est les Français qui s'occuperont de vous. Alors on ne bouge pas. Alors on n'a pas bougé. Ils ont tiré la porte. On les a entendus descendre et à ce moment-là, la mère, elle est allée dans la salle à manger. Elle a regardé par la fenêtre, sans ouvrir les volets. Puis elle a dit, ça y est, ils sont partis. Et puis le père, il a immédiatement embrayé, lui, sur autre chose. C'est-à-dire, je savais qu'il ne me poirerait pas, pas assez fin pour me piquer. S'ils avaient trouvé ce que j'avais, enfin. Alors j'ai regardé. J'ai dit, qu'est-ce que t'as? Il me dit, je peux pas te montrer ça. T'es un gosse. Alors je dis, vas-y, montre-le. La mère, elle a dit, non, non, non. S'ils l'ont pas trouvé, laisse-le où c'est. Alors je dis, à la vieille, non, moi je vais vous montrer ce qu'il avait. Alors le père, il s'est mis à rire. Ce que j'avais, ce que j'avais. Je dis, oui, je vais te montrer ce que j'avais. Enfin, ce que t'avais, puis moi, ce que j'avais aussi. Puis alors j'ai débloqué la musette dans son coin. Puis j'ai fait sortir tout doucement les œillets de la courroie. Puis j'ai relevé le rabat. Puis je dis, tu vois, il y avait ça. Eh ben, le vieux, il est pratiquement tombé dans les pommes. Il a voulu que je les brûle, alors on les a brûlés. On a fait un beau feu avec ça.
On a fait tomber toutes les cendres. Il avait une telle pétoche qu'avec ses pattes, il a brassé, brassé, brassé. Ah, ah. C'était moi qui rigolais, du coup. Je m'étais vraiment énervé à ce moment-là. J'y ai un peu tapé dans le dos, un peu foutu un coup de pied dans le cul. Mais alors, il riait vraiment jaune. Et puis alors, il y a eu quelques jours après, justement, le premier essai de l'avion, bon, enfin des ailes. Et la nuit, alors la deuxième étanchéité. Ça nous est tombé comme ça sur le rab. Il était certainement 10h, 11h le soir, juste avant d'aller bouffer à la cantine, au repos à minuit. Seulement, ils se sont coupés, quoi. Il y a eu quelque part un petit noyau dans la tarte. Et le gars qui m'avait filé quelques jours avant le paquet à faire suivre, le gars, je l'ai connu. Il est venu vers moi, il est rentré dans le petit atelier. Il avait une chignole à la main, une chignole électrique. Et il m'a dit, il y a quelque chose à réparer tout de suite, mais tu peux pas le réparer maintenant. Puis alors il m'a regardé. Il m'a dit, je t'en dis pas plus. Vers 11h, il y aura une deuxième étanchéité. Alors, je suis venu te prévenir et te dire qu'il faut se tailler. Alors tu vas aller vers l'infirmerie. La porte de l'infirmerie qui donne dehors pour évacuer les gars s'il y avait un blessé. C'est un des nôtres qui y est. C'est moi qui avais posé le... T'as compris. Les ailes de l'avion, c'est une véritable passoire. Alors j'ai trouvé à ajouter... Moi, si je me taille, il y a des mecs qui vont se faire piquer. Il m'a dit, ben oui. Il faut qu'il y ait des gars qui se fassent poirer. Seulement pas toi, et puis pas d'autres. Alors tu cherches rien. C'est 11h, t'as juste le temps de rentrer chez toi. Mais tu ramasses 2-3 fringues, et puis tu fonces vers le cimetière. Alors je connaissais le cimetière, c'était Billancourt. Il m'a dit, là, il y a des grands immeubles. Tu vas jusqu'au 17. Il y a une cour, tu prends l'escalier A, premier étage. J'y serai.